Vianney, bienvenue au Startup Lab. Pardon? Ça cote, ça Bienvenue au cote. Startup. Merci. Je te remercie beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. Je sais que tu as l'habitude de parler face caméra dans ton vlog. On va en parler lors de cet entretien, mais là, c'est un exercice un petit peu différent. Je suis super content de t'avoir avec nous, notamment pour parler de l'Emlist ou l'Empire. Je ne sais pas comment vous appelez maintenant le groupe C'est ça, c'est derrière l'Empire. l'Empire derrière l'Amlist, et surtout en fait que tu puisses nous partager cette aventure qui a été racontée beaucoup de fois par ton associé, mais en tout cas de nous la raconter de point de vue du CTO. Ok, Est-ce que tu peux, pour démarrer, te présenter et présenter un petit peu ton parcours jusqu'à la création de l'Amlist? ok. On va essayer de faire court parce que je suis vieux, donc il y a beaucoup de choses. Mais grosso modo, donc, je m'appelle Vianney Lecroix, je suis cofondateur CTO de l'Empire. J'ai commencé, moi je suis un vrai geek de chez Geek, j'ai commencé à programmer quand j'avais 6 ans, un truc comme ça, sur les ordi de mes grands-parents. C'était une famille très geek, donc c'était ma passion, donc j'ai fait ça depuis, j'ai pas arrêté. Donc études classiques, alors j'ai fait la fac de Lille, parce que je suis ch'ti à la base, en informatique, pour être original. Il y avait l'EPITA qui venait de se créer. J'ai pas pu rejoindre parce que, un, c'était privé, c'était cher, et surtout, deux, le diplôme n'était pas reconnu à l'époque, et c'était potentiellement un vrai risque. Donc on a dit, bon, bah, reste à la fac. Donc j'ai fait une fac de sciences classiques informatiques où je me suis beaucoup amusé, et j'ai commencé à bosser dans le jeu vidéo. J'étais principalement le jeu vidéo massivement multijoueur, donc le plus sympa, c'est là où il y a le plus de contraintes et de complexité. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. C'était ma première expérience. J'étais premier salarié. On avait élevé un truc genre 15 millions. Alors, en 2000, pour deux jeux vidéo, c'était du jamais vu, surtout en France. On a réussi à bien tout cramer et on a bien réussi à se planter. Pour deux raisons principales. La première, c'était que l'argent, la fameuse levée de fonds, nous a donné l'impression qu'on avait du temps et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, ce qui était complètement faux. Première leçon qui m'a bien marqué. Et deuxièmement, on est sorti, il y avait trois choses. Deuxièmement, on est sorti genre un mois après un autre petit MMORPG que vous connaissez peut-être qui s'appelle World of Warcraft, qui nous a juste complètement rincé. Il faut voir qu'à l'époque, c'était en 2004, donc c'était encore, il n'y avait pas Steam, il n'y avait rien. Donc c'était les journalistes et des boîtes à la FNAC. Donc en gros, les journalistes parlaient que de WoW, forcément. Et à la FNAC, bizarrement, ils préféraient mettre WoW en avant plutôt que nous. Donc en fait, on s'est fait défoncer d'un point de vue marketing. Et dernièrement, parce que aussi, bah, en fait, le jeu vidéo, et ça n'a pas changé, c'est un peu comme c'est comme un film. On le lance une fois, il faut que ça marche ou que ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen d'itérer, il n'y a pas moyen de tester avec des clients. Le truc, c'est qu'il faut le lancer, il faut que les gens adorent. S'ils adorent, ça marche. S'ils n'adorent pas, c'est mort. Donc ça m'a foutu une bonne claque, parce que pour le coup, on avait créé une équipe de malades mentales avec des développeurs de fous furieux. Et pour autant, ça ne marchait pas. Donc, bonne leçon aussi, c'est faire un produit qui marche et un produit qui est cool techniquement ne te garantit pas du tout le succès de ton projet, quoi. Et malheureusement, c'est plutôt le marketing ou la vente qui va vraiment faire la différence plutôt que le pur aspect technique. Donc, on se sent un peu moins utile en tant que développeur. On se dit que finalement, qu'on code un truc propre ou dégueulasse à la fin, ça peut marcher ou pas marcher. C'est pas lié à ça. Donc, de fil en aiguille, je suis parti du jeu vidéo parce que je me suis rendu compte que c'était quand même très compliqué de faire un truc qui marche. Et j'ai fait du consulting en gestion de projet. Je m'intéressais beaucoup aux toutes les méthodes agiles, donc Extreme Programming, Scrum, etc. Et je me suis occupé de mes enfants. Et il y a 7 ans, j'ai rejoint un startup studio qui s'appelle eFounders, qui a créé des grosses startups aujourd'hui. Je les ai rejoints en tant que CTO. Je les ai aidés pendant 1 an et demi. Et après, j'ai décidé de me relancer dans des projets entrepreneuriaux. J'en ai fait deux. Le premier, c'était Talkus, qui n'est pas très connu. C'était un outil de... Je crois que c'est à ce moment-là qu'on avait discuté avec Daniel. Absolument. Un outil de support client dans Slack. Slack venait de sortir, c'était très, très nouveau, il y avait plein de trucs à faire et on s'était dit, tiens, c'est cool de pouvoir, ça serait cool si on pouvait chatter avec les utilisateurs directement dans Slack et pas que avec les employés. Ça a J'étais un des marchoté, premiers clients. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça a marchoté, on a réussi, donc c'était monté entièrement avec deux devs, donc c'est mon frère et moi. On a réussi à monter ça à 7 000 € par mois, un truc comme ça. On a essayé de faire un incubateur en San Francisco pour essayer de pousser le truc, mais ça ne marchait pas et on est revenu un peu la queue entre les jambes. On a rejoint Station F et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'arrive pas à grossir, c'est plafond de verre, ça ne bouge pas. Et c'est là que j'ai rencontré par hasard, mais pas complètement par hasard, je pourrais expliquer ça si ça intéresse les gens, Guillaume, notre futur. Et très rapidement, on s'est associés et on a décidé de bosser sur un nouveau projet qui s'appelle Lemlist. On a fait ça il y a 4 ans.
On s'est dit qu'on ne lèverait jamais d'argent. On s'est dit, principalement à cause de mon expérience dernière de jeux vidéo. Et on s'est très vite entendu. Et pour le coup, on a fait ce projet-là. Aujourd'hui, pour simplifier, on est une quarantaine. On a atteint les 10 millions de chiffre d'affaires annuels d'ARR. Et puis tout va bien. On est une quarantaine, c'est cool. Et on continue à grossir autant qu'on peut. Comme Voilà, tu c'est un l'imagines, peu là où j'en suis aujourd'hui. très bien. Comme tu l'imagines, j'ai quelques questions subsidiaires à te poser par rapport à tout ça. Si ça te va, j'aimerais d'abord commencer par l'expérience Tolkus pour comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué, même si ça marchait, hein, puisque vous faisiez quand même 7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, hein, de MRR, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, a posteriori, qu'est-ce qui a bloqué par rapport à un produit qui, pour le coup, était vraiment arrivé à point nommé par rapport au marché? Mm. En fait, on avait fait exprès, comme on savait qu'on était tech et qu'on allait être très mauvais en marketing et en vente, on s'est dit qu'il fallait un projet qui s'auto-vende. Donc, moi, j'adorais Slack à l'époque. Slack, ça a explosé. Et comme ils avaient lancé une marketplace, potentiellement, on savait que si on était dedans au début, ce ne serait pas nous qui ferions du marketing, mais ce serait Slack, parce que leur but, c'est de promouvoir leur plateforme. Donc, on s'est dit qu'on allait être poussé par Slack. Et que pour le coup, ce serait plus simple qu'un projet où, pour le coup, vous êtes juste sur Internet, au milieu de nulle part, et il faut se faire connaître de A à Z. Donc, on a tenté le coup. Le projet était cool, ça marchait super bien. Nos clients adoraient le truc. Sauf qu'on a eu très peu de clients et les gens communiquaient pas plus que ça. Et donc, on a tapé à la porte de Slack, on a été les voir à San Francisco, on a vraiment tout fait pour essayer d'être dans les petits papiers de Slack. Et le problème, c'est qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire que si Slack décide qu'ils veulent mettre un autre en avant, ils mettent un autre en avant. Et en l'occurrence, il y en avait un autre qui était américain aussi, comme par hasard, qui sûrement vendait beaucoup mieux l'aventure ou je ne sais pas, ou le projet. Et en fait, ils ont choisi ce concurrent comme leur petit chouchou et l'ont mis en avant dans des newsletters, en avance sur la marketplace, etc. Et eux, ils ont explosé. Alors que c'est le même produit. Bon, techniquement, était vraiment pourri, mais bon, ça faisait le même problème, ça résolvait le même problème. Et le nôtre, finalement, était mis jamais en avant. Et donc, on était toujours en 3e, 4e, 5e position. Et les gens, forcément, quand ils en voient un, ils vont aller voir le premier d'abord, quoi. Et donc ça, c'est le premier truc. C'est que finalement, on comptait sur Slack et Slack ne nous a pas aidé à faire exploser le truc. Et après, le truc, c'est que nous, on était tellement focalisés développement de nouvelles features, vas-y, il faut acheter une feature. Il y a un client qui nous dit, franchement, s'il y avait ça, ce serait génial. On se dit, ouais, c'est vrai. Donc, on code le truc. Et finalement, on s'est beaucoup trop focalisé sur le développement en pensant que la énième nouvelle feature allait tout changer. Évidemment, c'est pas vrai, hein. Spoiler. Alors qu'en fait, on aurait dû se dire stop, on arrête tout. Et vraiment, on lit des bouquins de marketing, on va aller voir des marketeurs, j'en sais rien, on fait n'importe quoi, mais tout sauf du code, quoi. Et typiquement, là, avec le recul, je vois ce que fait Guillaume. Alors, je comprends toujours pas tout ce qu'il fait, mais c'est assez magique dans le résultat. Mais clairement, on aurait dû avoir un blog beaucoup plus avancé, on aurait dû avoir des articles LinkedIn qui sortent toutes les semaines, on aurait dû avoir, bref, on aurait dû communiquer beaucoup plus fortement. Là, nous, on ne savait même pas quoi dire. On avait l'impression que, en fait, quand on cherchait un sujet, il y avait déjà des blogs. Donc, on se dit, bon, ça va la peine de réécrire un article. Alors qu'en fait, si, ça vaut le coup de réécrire un article. Limite, on change un peu les trucs, mais on s'en fout. Moi, pour le SEO, ça marche bien. Donc, c'était plus une question de ne pas avoir osé vraiment faire du marketing ou du sales, hein, en fonction de ce qu'on a envie de faire, pour promouvoir le truc, quoi. Et on comptait plus trop sur le bouche à oreille qui, finalement, marchait pas tant que ça parce que les gens, ils ont autre chose à faire que de conseiller les outils. Comment s'est passée la rencontre avec Guillaume à Station F? Alors ça, moi je le prends pour du hasard, mais en fait, c'est du faux hasard. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui dit que typiquement, pour gagner l'auto, il faut une chance sur 1 million, mais si tu achètes 1 million de tickets, dans l'absolu, tu es sûr de gagner, quoi. Donc, c'est du hasard, c'est du pur hasard. J'ai passé des années avant de trouver un associé à peu près potable pour tomber sur Guillaume, qui est l'associé parfait, mais j'ai fait beaucoup d'échecs avant, quoi. Et le truc, c'est ce qu'on apprend aux US beaucoup et qu'ils adorent, c'est la sérendipité, c'est-à-dire déclencher le hasard, quoi. Et à Station F, il y a un truc, genre, je suis arrivé à l'ouverture, il y avait à peu près 1000 ou 2000 personnes, hein, donc 1000 ou 2000 entrepreneurs, donc dans l'absolu, comme 95% des startups échouent, il y avait potentiellement beaucoup d'associés potentiels, mais pour autant, chacun était dans son truc. Station F s'est découpé
en incubateur. Donc, il y a peut-être une vingtaine d'incubateurs. Il y a HEC, il y a Zendesk, il y a LVMH, etc. Donc, déjà, c'est segmenté. Ça ne communique pas entre les incubateurs. Et après, chacun est tellement focalisé sur son projet qu'il ne regarde pas ce qui se passe autour. Donc, en fait, il y a un vivier de gens, mais tout le monde s'ignore. C'est complètement con. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop dommage, parce qu'en fait, avec autant de gens, on pourrait avoir un effet d'échelle de dingue. Bon, un truc à la con, imaginez si tout le monde installe un logiciel à la con qui va automatiquement retweeter un tweet de Station F, ça veut dire que dès qu'on poste, on a 2000 retweets instantanément. C'est un effet de levier de malade mental. Donc, j'ai codé ce truc-là. Et en disant, ça peut être un effet d'échelle, un effet de levier de malade. J'ai codé ce truc-là et j'ai posté sur leur Slack un petit message sur Slack qui disait est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour copyrighter, de relire la homepage pour en faire un truc un peu plus marketingement sympa, quoi. Et là, il y a le petit Guillaume qui débarque en mode ouais, si tu veux, vas-y, je fais ça, quoi. Et c'est juste comme ça que ça s'est fait, quoi. Donc, c'est en développant un side project à la con parce que j'en avais un peu marre de Talkus et je savais pas où on est. Je me suis dit, vas-y, je vais coder ce truc-là, peut-être qu'on verra ce que ça fait. Et ça m'a mis en relation avec une personne qui était dans le même esprit de vouloir partager et d'améliorer le truc. Et on s'est trouvé comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment complètement au hasard, mais j'avais lancé un peu une bouteille à la mer que quelqu'un a récupéré, et de fil en aiguille, on s'est bien entendu. Lui, il avait son agence, moi, j'avais ma startup, mais finalement, on s'entendait tellement bien qu'on s'est dit que ce serait plus sympa de laisser tomber ces trucs-là pour refaire un truc ensemble, quoi. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de lancer des bouteilles à la mer, parce que trouver un associé, c'est pas en allant à un événement, ça peut arriver, mais c'est pas en allant à un événement de rencontre ton CTO ou etc. comme ça, que tu vas vraiment trouver le couple parfait ou l'entrepreneur, l'associé parfait, quoi. C'est en général plutôt dans des endroits beaucoup plus obscurs et improbables que tu fais les meilleures rencontres, quoi. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le truc, c'est Matt de Souza qui était développeur et il ne savait pas quoi faire. Et en fait, il a rejoint un groupe de marketeurs qui faisaient du dropshipping sur Facebook autour de Shopify, donc le truc le plus basique de la Terre. Et le mec, c'était quasiment le seul dev. Donc en fait, tous les gars étaient là en mode, mais vas-y, fais-moi ce truc-là, fais-moi ce truc-là. Et en fait, grâce à ça, j'avais trouvé des tonnes de clients et des tonnes de gens avec qui il voulait bosser. Donc en fait, il faut vous mettre, si vous trouvez un associé, allez là où il n'y a pas de gens comme vous, quoi. Donc si vous êtes bon tech, et allez dans des endroits où il n'y a pas de développeurs, quoi, et vous serez la star, et vous pourrez faire votre choix et trouver l'associé le plus en phase avec vous, quoi. Plutôt que rester entre développeurs, à des meet-ups de développeurs, à apprendre la dernière techno JavaScript, ça c'est cool, mais c'est pas là où vous trouverez votre associé, quoi. Ou c'est très peu pro après. Comment vous avez choisi le projet? Et est-ce que tu peux nous raconter les, les premières semaines, les premiers mois de l'Emlist? Alors, c'est Guillaume. Guillaume avait une agence. Il avait une agence qui aidait les entreprises à faire de la prospection commerciale. Donc, déjà, il était donc, il utilisait des outils comme l'Emlist, en fait. Et très rapidement, on discutait au début du projet interne de Station F, qui finalement, on n'a rien donné parce qu'on n'a pas tant d'envie de bosser sur ça. Et de fil en aiguille, Guillaume partage beaucoup de choses. En fait, il partageait les problématiques qu'il voyait dans sa boîte. Au début, il n'y avait pas d'envie de bosser ensemble particulière. C'est juste, on mangeait ensemble de temps en temps. Il racontait ses pains. Il disait, ouais, j'utilise des outils de prospection commerciale, c'est que de la merde, ça marche pas, c'est machin, c'est machin. Et moi, j'étais en mode, bah oui, mais c'est facile, quoi. Tout ce qu'il me disait qu'on pouvait faire différemment, moi, je disais, bah oui, je peux le faire, c'est pas compliqué, quoi. Et de fil en aiguille, comment on s'entendait bien. On a beaucoup parlé de, je sais pas, notre vision de la levée de fonds, la vision de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on a envie de faire une licorne ou est-ce qu'on a envie de faire un petit projet qui va juste nous payer un salaire et puis c'est tout. On a énormément échangé et en fait, on s'est rendu compte qu'on était grave sur la même longueur sur plein de sujets, quoi. Et c'est là qu'on s'est dit, putain, mais faut qu'on bosse ensemble, c'est clair. C'est rare de trouver une personne qui a autant de points communs. Et donc, on s'est dit, vas-y, si on faisait un truc, qu'est-ce qu'on ferait, quoi. Et donc, forcément, pour lui, c'était une évidence. C'est le projet qu'il utilise tous les jours qui ne marche pas, on va faire ça, quoi. Nous, on ne voulait pas continuer dans le support, parce que le support, ce n'était pas forcément un truc passionnant. Donc, on s'est dit, vas-y, on tente le coup, quoi. Et c'est assez rigolo, parce que ça s'est fait en 2 étapes. Évidemment, on n'avait rien signé, on n'avait rien fait, hein. C'était juste, vas-y, on fait un truc ensemble et on voit si ça marche ou pas, quoi. Le deal, c'était dans le mois de décembre, donc c'était fin de l'année, là ça va faire 4 ans, François et moi, on avait 1 mois pour programmer un MVP, donc une première version de son outil d'email qu'il imaginait. Et à la fin du mois, on a arrêté. Il n'y avait plus question de coder une seule ligne de code. Et pendant 1 mois, il allait vendre ce qu'on avait fait.
L'idée, c'était en fait de se challenger. Lui, il voulait savoir si nous, on était capable de faire un produit, parce que c'est normal, quand on est business guy, on ne sait pas du tout comment évaluer un développeur. Il a beau être il peut avoir l'impression d'être très bon, ça se trouve, il ne sait pas faire un MVP. Donc, c'était cool. Et nous, on ne savait pas comment évaluer un marketeur, surtout le mec qui sortait d'école. Il avait fait une première expérience, mais il était jeune quand même. Il n'avait pas forcément de track record génial. Donc, on s'est challengé, on a fait notre MVP. Et lui, pendant un mois, je pense qu'en 2 semaines, il avait fait tellement de trucs géniaux que pour nous, c'était déjà plié. En fait, on avait déjà accepté. Pour nous, c'était évident qu'on allait bosser ensemble. Donc, finalement, on a repris la programmation 2 semaines après parce qu'en fait, on voyait que ça partait déjà du feu de Dieu. Il avait déjà plein d'interviews, il avait déjà commencé à créer une communauté, il avait déjà fait un boulot de malade mental, juste avec notre petit MVP dégueulasse, quoi. Donc, c'était une évidence que voilà, ça marchait, quoi. On était tous les deux tous les trois des doueurs et que ça valait le coup, en tout cas, d'investir un peu plus de temps, quoi. Et on a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'après, on a dit, OK, bon, on va essayer de le vendre, on bosse ensemble jusqu'à la vente. Donc, on a fait ça en avril, donc 4 mois plus tard. En avril, on a mis en vente le produit. Donc, on a installé, on a mis Stripe, etc. Et on a vu que l'argent commençait à rentrer. Et là, on a commencé à se dire, vas-y, on va créer une boîte. Parce que ça peut être cool de quand même avoir un peu une structure légale. Et c'est que là qu'on a commencé à intégrer Guillaume dans l'entreprise. Avant, c'était que voilà, c'était un risque. C'est-à-dire que lui, on a très bien pu dire, bon, bah, finalement, maintenant que tu as donné l'idée, tu te barres. Mais il nous a fait confiance. Donc, c'est beaucoup de confiance aussi, l'association. Et finalement, après, on a commencé à se structurer, mais très doucement et toujours focalisé sur le douage, l'exécution, quoi. Et ça, c'est notre force. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on est très fort dans le domaine par rapport à beaucoup de startups, c'est qu'on arrive à faire énormément de choses avec très peu de moyens, quoi. Parce qu'on est capable de prendre des raccourcis et de se focaliser sur les 10% les plus importants hyper rapidement, quoi. Quitte à accepter le fait que c'est pas parfait, le fait que ça... Voilà, on accepte les conséquences de ce truc-là, mais ça nous fait avancer et pouvoir pivoter super rapidement sur des features, sur des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, rencontre assez improbable, mais finalement qui est finalement assez reproductible, quoi. Il faut juste faire des choses, partager avec des gens et après voyez ce qui arrive, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionne l'Amnist et quel est le problème que vous résolvez et pourquoi, en fait, vous le faites différemment des autres? Parce que sur ce segment de marché, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'outils concurrents. Il y a quelques concurrents, ouais. En fait, ça, c'est le premier truc qu'on nous a dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre mantra à l'Empire, c'est do things that you shouldn't. Donc, c'est faites des choses que vous ne devriez pas faire. Parce qu'en fait, pendant les 4 ans qu'on a vécu d'entrepreneuriat ensemble, je crois qu'on a fait exactement tout ce que les gens nous ont dit de ne pas faire. Et le premier truc, c'était vous ne lancez pas dans un outil de prospection commerciale par email, ça n'a aucun sens. Si vous regardez sur Internet, il doit y en avoir à peu près 200 ou 400, je ne sais pas, et il en sort tous les jours. Et c'est un domaine qu'on appelle le Red Ocean, donc c'est ces endroits, les industries hyper concurrentielles. Si vous cherchez un outil de prospection commerciale pour les maîtres nageurs, je suis sûr que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont bossé dessus qu'il y a des très gros, pour les très grosses boîtes, des très petits, des hyper nichés sur une verticale précise. Il y a des versions françaises, il y a des versions indiennes, tout existe déjà, quoi. Et donc, tout le monde nous disait, voilà, les fameux entrepreneurs mentors, qu'il fallait surtout pas se lancer là-dedans et c'était une hérésie, quoi. Et évidemment, on n'avait rien à faire parce que ce qu'on voulait faire, c'est faire et on s'en foutait de se planter. Limite, on voulait apprendre et faire. Et on a bien fait pour le coup de ne pas écouter les gens. Et on a créé notre truc. Au début, on avait une sorte d'USP, donc de truc différenciant que je ne travaillais pas. C'était les images. On se disait, nous, ce qu'on veut faire, c'est intégrer des images personnalisées dans les mails. C'est-à-dire que quand tout en email, les gens reçoivent des tonnes de mails de prospection. Lire, c'est chiant. Donc, les gens ne lisent pas. Ils voient ça ressemble à un email de prospection, ils cliquent sur spam ou sur archive. Par contre, si on affiche une image, l'image, les yeux l'analyse en moins de 100 millisecondes. C'est un truc inconscient. Et si on est capable d'afficher une image qui aura, par exemple, le logo de l'entreprise ou encore mieux, la tête de la personne, ça va tellement les intriguer de voir ça, parce qu'ils ne sont pas habitués à voir leur propre miroir, qu'ils vont commencer à lire. Et ça a marché. C'est-à-dire que l'idée, c'est donc on a fait ça comme MVP, quoi. C'était un truc qui
prospection commerciale classique avec des emails, l'outil basique à 2 balles. Pour le coup, il n'était pas évolué parce que forcément, par rapport aux concurrents, c'était de la merde. Mais il y avait ces images. Et les gens faisaient ça et en fait, ils adoraient le concept. Et le truc, c'était des trucs aussi cons que mettre 2 bouteilles comme ça et de dire, vas-y, viens, prends, on va se faire un café. Et sur la bouteille, on écrivait le nom de la personne, du lead. Et les mecs, ils voyaient ça, ils trouvaient ça tellement original et juste original que les mecs, ils répondaient en fait. Et des fois, ils répondaient non, ça m'intéresse pas, mais très cool quoi, votre truc. Et plutôt que de se retrouver dans spam, en fait, on se retrouvait avec un contact positif, même si au final c'est négatif, n'empêche que la personne n'a pas pris le message comme un spam, ce qui est déjà une révolution par rapport à la concurrence, quoi. Et comme il y a un effet de bord à ça, c'est que comme on fait des images, générer des images, c'est beaucoup plus coûteux qu'envoyer un mail, forcément. On n'avait pas envie de scaler comme des ports. Donc, en fait, on a limité à mort le nombre d'emails qu'on peut envoyer par rapport aux concurrents. Les concurrents, tu pouvais mettre une liste de, je sais pas, 40 000 leads que tu avais acheté sur Internet. Tu crées un petit message et tu envoyais ça à coût de 10 000 mails par semaine, quoi, je sais pas. Nous, on disait non, 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 la quantité, c'est nul. C'est vraiment pas un bon moyen, surtout en ce moment avec les nouvelles réglementations, GDPR, etc. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer beaucoup moins d'emails, mais beaucoup plus de meilleure qualité, quoi. Et ça nous arrangeait bien parce que techniquement, comme ça, c'était plus facile à faire. Donc, c'était un peu un double effet gagnant. Et donc, en éduquant comme ça les gens à envoyer moins de mails, à mieux les customiser, à faire des images plus précises, finalement, ils avaient un meilleur taux de réponse global, quoi. Et donc, ils étaient contents parce que pour le coup, leur domaine n'était pas explosé à cause des spams, etc. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en fait, notre force aujourd'hui, c'est l'éducation de nos clients sur comment faire correctement la prospection commerciale. Donc, les images, c'est toujours d'actualité et ça marche toujours. Mais en vrai, ce n'est pas ça qui marche, quoi. Ce qui marche aujourd'hui, c'est le fait qu'on éduque nos clients. On passe notre temps à faire des webinaires, à faire des blogs, à faire des tonnes de trucs. Donc, on distribue énormément de valeur gratuitement et de la valeur qui est différente du courant classique. Parce que le courant, c'est toujours en mode, OK, si tu as une réponse tous les 1000 mails, envoie 1 milliard de mails et tu auras plein de réponses. Et en fait, c'est faux, ça ne marche pas parce qu'en fait, plus tu envoies de mails, plus tu as de chance d'être en spam. Donc, c'était un faux, c'est une fausse bonne idée, quoi. Et nous, on disait le contraire, c'est non, au lieu d'envoyer 1000 mails, envoie 100 mails. Tu dis, non, ça va faire 0,1 client, ça ne marche pas. Par contre, ces 100 mails, comme tu passes plus de temps, en fait, au contraire, tu as 5 calls, quoi. Et pour le coup, c'est 1000 fois mieux, quoi. Et de fil en aiguille, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On est plus une boîte qui éduque une communauté et les gens adorent ça. Et comme ils nous adorent, après, ils utilisent nos produits, quoi. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour un développeur de se dire que finalement, ce n'est pas le produit en tant que tel qui fait votre succès, mais tout ce qu'il y a autour, l'éducation, le partage de bonnes pratiques, etc., etc. C'est une bonne question. Moi, je suis un gros geek, donc j'ai toujours aimé faire des belles choses et faire des beaux produits, des trucs cool. On continue à le faire pour le coup, mais aujourd'hui, on le fait parce qu'on a envie, mais pas forcément pour le besoin. Il y a des logiciels comme ClickFunnels, par exemple. Ils font des dizaines de millions d'euros. Personne ne connaît, je pense. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent ClickFunnels, mais c'est un truc, ça fait du fric, mais de fou. Et pourtant, l'application, mais elle est dégueulasse. Moi, si vous connaissez Craigslist, c'est ce niveau-là, quoi. C'est horriblement moche, mais ça marche super bien. Donc, on préfère pareil, mais on a une éthique et surtout, on aime bien faire des belles choses. Donc, on fait quand même des belles choses, mais on pourrait ne pas le faire. Donc, finalement, on est quand même fiers de notre truc et tous nos clients adorent notre produit en plus. C'est-à-dire que on pourrait s'en passer, mais on le fait quand même parce qu'on a envie de le faire. Et les gens, on va dire, c'est un double effet qui se coule. C'est-à-dire que ils viennent pour la communauté, mais en plus, ils voient un joli produit et donc ils sont encore plus contents, quoi. Et au final, moi, ce qui me gratifie en tant que développeur, c'est pas la techno, parce que ça pourrait, il y a beaucoup de développeurs qui adorent faire un joli algo qu'ils ont optimisé pendant des mois. Moi, ce qui m'attire en tant que développeur, c'est créer un objet que les gens vont utiliser et qui vont aimer et qui va résoudre un de leurs problèmes. C'est ça qui m'attire. Après, que ça soit fait de façon avec les dernières règles de l'art ou des trucs un peu plus discutables, ça ne m'intéresse pas. Après, c'est l'optimisation. C'est-à-dire que si tu es en démarrage d'entreprise, il vaut mieux faire des trucs un peu dégueulasses pour valider le marché. Si tu es Google, tu peux te permettre de faire des trucs beaucoup plus quali. Mais au final, l'important, c'est est-ce que tu résous un problème? Est-ce que tu le résous bien? Est-ce que les clients sont contents? Et ça, pour un développeur, normalement, c'est censé le faire kiffer encore plus que juste une boucle ou un formatage de code, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas voulu lever de fonds?
Et je parle aux étudiants qui nous écoutent, hein, il y a eu pas mal de battages médiatiques suite à la communication de l'Amlist sur leur non-levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que j'imagine que ton expérience personnelle, pardon, a dû jouer dans cette décision. Oui, clairement. Ouais. Comme je disais au début, ma première expérience pro en tant que salarié, c'était ça, c'était plein de sous. Et ça avait généré deux trucs. Donc, le premier truc, c'était le côté un peu, on a l'impression qu'on a le temps, ce qui est complètement faux. Donc, on prend son temps, mais en fait, ce n'est pas une bonne idée. Et l'autre truc, c'était le contrôle des VC. C'est-à-dire que pour le coup, on avait levé avec des institutions comme la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, ou aussi des business angels d'ailleurs, qui se sont plus ou moins. Alors, quand ça marche, ça marche. Là, il n'y a pas de problème. Les VC te foutent la paix. Quand ça fonctionne bien, c'est nickel. Par contre, dès qu'il y a un petit problème, genre les chiffres ne sont pas atteints ou il y a un truc qui grippe, là, ils vont commencer à arriver avec leur science. Quoi. Et les mecs, ils ne savent pas faire de produits. Sinon, ils ne seraient pas VC. Quoi. Et même s'ils savent faire des produits, ils ont peut-être réussi à faire un produit dans le passé, ça ne veut pas dire qu'ils sauront faire votre produit. Et donc, résultat, ils commencent à vous lancer des conseils ou des idées ou des machins. Ils essaient de vous aider, mais en fait, ça ne vous aide pas. Quoi. C'est-à-dire que soit ils vous embrouillent, soit ils vous forcent. Des fois, ils vous disent, je sais qu'il faut faire ça, et il va tout faire pour essayer de vous convaincre de faire ça. Et finalement, ça fait, en plus d'avoir des difficultés de marché, donc de ne pas réussir à avoir de clients, en plus, il y a une difficulté des VC qui viennent encore en plus rajouter des murs. C'est-à-dire qu'il faut les convaincre à chaque réunion. Tu as une boule au ventre à essayer de devoir réexpliquer pourquoi tu penses ou tu es convaincu que c'est la bonne solution, etc. Donc, en fait, ça rajoute une difficulté. Quoi. Et ça, on n'avait pas envie. On avait envie d'être complètement libre de faire nos choix. Et typiquement, ça se trouve, les VC nous auraient dit non, mais cold email, c'est pas une bonne idée. Il y a la GDPR, il y a tout arrive en spam, machin. Ça se trouve, on aurait eu on nous aurait proposé de pivoter ou je sais pas quoi. Donc, on voulait garder cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Quoi. Et en plus, comme Guillaume et moi, on est plutôt des grandes gueules et plutôt assez sûrs de ce qu'on veut faire, on n'avait pas envie de devoir se justifier plus que ça, à part entre nous, ou en tout cas d'avoir des comptes à rendre, à part à nos clients. Quoi. Parce que pour le coup, au final, quand on n'a pas d'argent, eh ben, on est obligé de le trouver par nos clients. Et pour le coup, bah, c'est le meilleur de ce qui peut arriver, parce que si les clients payent, c'est que c'est bon. Quoi. Si un VC paye, ça veut juste dire que vous êtes un bon tchatcheur et que vous avez trouvé un projet qui peut faire rêver des VC. Ça garantit absolument rien votre capacité à créer un produit et à le vendre. Donc finalement, lever des fonds, au début, ça n'a pas de sens. Là, aujourd'hui, on aurait pu pour le battage, c'était 30 millions. On avait la possibilité de lever 30 millions d'euros avec une valorisation à 100 millions. Et en vrai, on s'en fout. Ce n'était pas notre objectif. L'objectif, c'était de montrer qu'on commençait à être un peu plus gros. On voulait montrer justement aux entrepreneurs qu'en fait, oui, TechCrunch et compagnie parlent que des levées, mais en fait, il y a des tonnes de boîtes qui ne lèvent pas et qui ne font pas de bruit parce que pourquoi? Parce qu'ils bossent en fait. Ils bossent et ils n'en ont rien à faire de la pub. Ils savent très bien que leurs clients ne sont pas sur TechCrunch. Leurs clients, il faut aller les chercher à la mano ou des articles, etc. Et que c'est bien beau de se la péter comme ça et de montrer qu'on passe dans les échos ou je ne sais pas quoi. Mais en vrai, ça ne va pas faire avancer votre business. Alors, je suis d'accord que d'un point de vue égo, c'est cool, mais ce n'est pas une solution pour réussir dans l'entrepreneuriat. Quoi. Donc, notre objectif, c'est de montrer que voilà, on fait semblant parce que le seul moyen aujourd'hui d'avoir de la couverture médiatique, c'est de lever. Donc, on dit qu'on lève et après qu'on ne lève pas. Comme ça, on a pu avoir la visibilité et montrer, essayer de compenser un peu justement les dizaines d'articles de levée qu'il y avait pu avoir. Quoi. Donc, c'était un peu une sorte de stratégie de com pour essayer d'avoir de la visibilité. Parce que si on avait juste dit, les gars, on est une boîte bootstrap qui font et on fait 100 millions de valo, les journalistes s'en fichent. Quoi. Ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas d'effet waouh. C'est pas... Donc, ça n'avait pas marché. Donc, il a fallu faire un truc un peu plus poussé et un peu plus tricky pour justement essayer d'attirer cette attention-là. Quoi. Et en vrai, on n'a pas besoin d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance telle qu'on n'arrive même pas à dépenser notre argent. On recrute. Notre problématique aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, c'est plutôt d'avoir plus de moyens pour recruter, par exemple, ou pour dépenser notre argent. Donc, ça aurait été débile d'avoir 30 millions sur le compte. On ne sait pas quoi en faire. Hein. Déjà, on a 2 millions, on ne sait pas quoi en faire. Donc, ce n'était pas smart d'un point de vue stratégique. Et puis voilà, ça a un peu marché, c'était cool. Ça nous a permis de rencontrer potentiellement de recruter des personnes, parce que ça a aussi fait de la visibilité sur la communauté. Donc potentiellement les développeurs qui ne nous entendaient pas parler, là ils ont dit tiens, c'est trop que moi ça tombe bien, j'ai aussi une mauvaise expérience avec une levée de fonds, j'ai pas envie d'être dans une boîte qui lève des fonds, donc vous êtes cool quoi. Donc c'était un peu une sorte de com pour nous en interne et pour essayer de montrer au monde qu'on peut faire autrement. Et franchement, je vous le conseille à mort parce que il n'y a pas meilleure école que de vendre son propre produit. C'est beaucoup plus dur, soit, mais c'est vachement plus gratifiant de réussir par soi-même. Quoi.
Surtout qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens pour le faire, quoi. Surtout si vous êtes dev, il n'y a pas d'excuse, quoi. Justement, comment vous avez fait? Est-ce que tu as deux, trois techniques, de ton point de vue, encore une fois, à toi, de ta compréhension, que vous avez utilisées pour arriver au niveau de chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui? Et notamment, toi, avec tes petits moyens, entre guillemets, vous étiez arrivé à quelques milliers d'euros de MRR avec Talkus. Comment tu fais le jump de quelques milliers à quelques millions? Et quels sont en fait, les quelques ingrédients que vous avez utilisés pour justement arriver à ce niveau de chiffre d'affaires? Alors, ce qui est marrant, c'est que d'un point de vue produit, donc tech, on va dire, rien n'a changé. C'est-à-dire que le produit, alors moi j'ai tout fait. Alors, au début, on ne voulait pas lever d'argent aussi parce qu'on ne voulait pas faire une grosse boîte. On voulait faire une petite boîte où on pouvait se payer et vivre cool et après décider ensemble ce qu'on fait, quoi. Donc, le premier contrat que j'ai fait avec François et Guillaume, c'était de dire, OK, on va essayer de faire un produit qui va nous payer un salaire décent, parce qu'à l'époque, Guillaume était au RSA. Moi, je gagnais genre 2 000 euros par mois et François était au chômage. Donc, c'était vraiment déjà avoir une boîte qui permet de se payer, c'était déjà révolutionnaire, quoi. On s'était dit, genre, si on peut se faire 3 000 nets à la fin du mois chacun, on est le roi du monde, quoi. C'est génial. Donc, c'est le premier objectif. Et pour faire ça, on a fait exactement comme Talkus. Donc, François et moi, on est un peu extrémistes dans l'exécution. Et souvent, on se challenge dans des... Alors, ça ne se fait plus maintenant avec le COVID, mais avec les hackathons. C'est-à-dire qu'on a souvent utilisé des hackathons pour créer nos MVP. C'est-à-dire Talkus, on avait hacké un hackathon, c'est-à-dire qu'on s'était inscrit à un hackathon, on n'avait rien à faire du hackathon, mais on voulait être dans le hackathon pour avoir l'énergie de, voilà, on ne dort pas la nuit, il y a les pizzas, machin, donc on a utilisé l'énergie, tout ça pour avoir un framework, et on s'est dit, c'est pas compliqué, dimanche soir, il faut que ça marche, point barre, quoi. Et c'est génial parce que ça vous force à faire des choix, des raccourcis, etc., pour arriver à votre fin, et vous êtes obligé de faire le fameux fil rouge, c'est-à-dire faire vraiment dans un week-end, tu peux coder que la feature, on va dire le wow effect, quoi. Donc, pour la liste, c'était les images. En gros, la première version, on a dû la coder en 2 jours et c'était juste un générateur d'images customisable, tu vois. Parce qu'on s'est dit, OK, créer un email, un outil d'emailing, c'est pas compliqué, tout le monde le fait. Donc, ça, c'est pas le problème. Donc, on va se concentrer juste sur le différenciant et sur ce générateur d'images. Et en fait, à chaque fois, on a toujours fait tout pour essayer d'en faire le moins possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire réellement dans le produit qui permettra de justifier que soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et on aura tout le temps plus tard pour ajouter les fioritures, les machins, les bidules. Donc, on a fait ça pendant un paquet de temps. Et je crois que c'est genre qu'on est arrivé à 4 millions d'ARR, un truc comme ça, genre il y a un peu plus d'un an, qu'on s'est dit, bon là, ça commence à être compliqué à deux, on va peut-être recruter des techs. Donc, on a tout fait comme ça, avec ce côté très cafard, très minimaliste. Donc on faisait le support, on faisait la DevOps, on faisait sysadmin, on faisait le développement, on faisait tout, quoi. On faisait tout à deux. Et on ne voulait pas recruter parce qu'on voulait vraiment, on va dire, optimiser au maximum notre valeur, quoi. Donc, on en fait le plus possible, sans non plus faire des erreurs de malade. Et à ce moment-là, ils étaient combien sur la partie business? Est-ce que Guillaume était tout Business, seul ou il y avait du monde? il devait être 10, 15, un truc comme ça, quoi. Ah, quand même. Parce Il y que avait déjà une équipe support. En fait, le premier recrutement, c'était du support, parce que ça, c'était vraiment le truc qui nous faisait mal, parce que ça prenait beaucoup de temps, c'était très chronophage. Au début, c'est François et moi qui l'avons fait. Après, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus, donc c'est Guillaume qui a tout pris le bébé, et il a fait du support à plus pouvoir en faire. Jusqu'au moment où il a dit, bon là, c'est pas possible, les gars, il faut recruter, quoi. Et c'est là qu'on a commencé à switcher de, on va se payer un salaire bien. Alors, on se payait déjà bien un salaire pour le coup, et à l'étape du, on va faire une boîte et on va essayer d'optimiser. Donc là, on a recruté du support. Après, Guillaume voulait recruter du marketing, recruter du sales. Donc, il a commencé à créer toutes ces équipes. François et moi, on voulait rester à deux parce qu'on voulait être super efficace. On ne voulait pas faire de réunions, on ne voulait pas faire on voulait vraiment être le plus optimisé pour produire un produit, quoi. Donc, et ça marchait bien, quoi. Et à 4 millions, on avait tellement de support aussi technique, parce que pour le coup, le support niveau 1, ça marche bien, mais après, quand ils n'arrivent pas à répondre, voilà, il faut aller au support niveau 2. Il y a des bugs à corriger, il faut scaler, parce que bon, scaling aussi, quand on double tous les 6 mois, il faut aussi doubler l'infrastructure tous les 6 mois, donc ça prend du temps. Malheureusement, ce n'est pas aussi magique qu'un slide que tu montes et hop, tu arrives à 1 milliard d'utilisateurs. Donc, il y a tellement de boulot que finalement, on s'est dit, bon, OK, là, c'est plus possible, on recrute, quoi. Et donc, c'est là qu'on a commencé à recruter. Mais quoi qu'il en soit, ce qui nous a toujours tiré, c'est vraiment de faire le moins possible. Parce que moins tu as de code, moins tu as de bugs, moins tu as de code, moins tu as de features, moins tu as de features, moins tu as de FAQ, moins il y a des trucs à expliquer aux clients, plus c'est facile à comprendre et à prendre en main pour les clients, plus c'est facile à marketer. Donc en fait,
c'est une sorte de cercle vertueux, quoi. C'est le plus simple, c'est le plus dur à faire, parce que franchement, c'est beaucoup plus facile d'en acheter des features que d'en tirer. Mais le mieux pour la boîte, c'est d'en faire le moins possible, quoi, et de réussir à être hyper sharp. Et je sais qu'au début, Guillaume voulait qu'on fasse des milliards de trucs, et moi, à chaque fois, j'étais en mode non, 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 on le fera pas, on le fera pas, on le fera pas, quoi. Et ça le frustrait. Mais au final, ça a permis vraiment de garder un outil vraiment très basique le plus longtemps possible avant de partir sur un truc plus avancé. Typiquement, un truc qui arrive très souvent dès que vous grossissez un tout petit peu, c'est un client qui va vous dire hey, les gars, ce serait cool, votre produit est cool, mais par contre, si vous ajoutez ça va être génial, quoi. Et ça, on l'a vu avec Talkers déjà. Et là, tu as Guillaume qui arrive en mode ouais, le mec, il est prêt à payer 1 000 € par mois pour cette feature, ce serait cool de le faire, quoi. Et nous, c'était bah non, on va pas le faire parce que c'est pas dans notre roadmap, c'est pas notre priorité. Et Guillaume avait beaucoup de mal au début à accepter de dire non à de l'argent, quoi. C'est comme dire non à 1 000 € par mois. Et quand tu démarres, c'est beaucoup, quoi. Mais au bout d'un moment, soit tu dis oui à ça, et en fait, c'est la porte ouverte à faire du custom développement, et au final, tu vas plus réussir à maintenir ton truc parce que c'est un gros bordel. Et c'est là que tu arrives avec des outils, avec des milliards d'options, bref, hyper compliqué à gérer. Ou alors, tu vas retourner tes bottes, et moi, comme j'ai un gros caractère, ça ne me dérangeait pas de rester droit dans les bottes, de dire non, ça sort de notre usage, on verra plus tard, quoi. Et donc, Guillaume, il n'a pas eu trop le choix de dire non à de l'argent, et ça a plutôt permis justement de rester vraiment droit dans ce qu'on veut faire, quoi. Et c'est pas facile, mais quand on est petit, on n'a pas beaucoup de moyens, il faut, quoi. Sinon, c'est un truc qui peut nous tuer, mais à petit feu, quoi. Parce qu'on ne se rend même pas compte qu'au final, à la fin, tu fais du freelancing, en fait, tu fais de l'agence, quoi. Tu n'es plus maître de ton produit, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'Emlist, il y a aussi l'Empire, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'Empire et pourquoi vous ne faites pas que l'Emlist? Alors ça, c'est notre dernier Do Things That We Shouldn't. Avec Guillaume, très tôt, on a voulu faire plein de projets. On est des doueurs, voilà. On adore faire des trucs, donc on peut pas se satisfaire d'un seul produit. Donc on a fait un produit, c'était l'Amlist. Quand ça commençait à marcher bien, on commençait à être une équipe de 10 justement, 10, 15, 20. On a vu une opportunité. Guillaume a vu une opportunité de dingue qui était c'était l'époque où il y avait beaucoup de pods pour pouvoir booster ses posts LinkedIn. Et il voyait cette trend-là de gens, je ne sais pas si on a l'habitat, mais l'idée, c'est de dire, OK, c'est un groupe de personnes, quand je poste un nouveau post LinkedIn, tout le monde like et reshare. Comme ça, forcément, l'algo va voir que c'est un article intéressant et il va le pousser. Et après, on s'échange. C'est un travail d'équipe, quoi. Chacun son tour, on pousse les posts des autres. En fait, c'était l'idée que j'avais Station F avec Twitter. Lui, il l'a refait sur LinkedIn. Et c'était fait manuellement parce que sur LinkedIn, il n'y a pas d'API. Donc, en fait, on ne peut pas le faire autrement que manuellement. Guillaume est venu voir, il a dit tiens, c'est trop cool. Là, tout le monde fait ça, c'est génial. Par contre, faire à la main, c'est chiant. Et nous, on a dit bah, on n'a qu'à l'optimiser, on n'a qu'à le faire automatiquement, c'est pas un problème, quoi. Et on a commencé à faire ce truc-là parce qu'au début, c'était un petit projet rigolo. On l'a fait un week-end avec François et on est arrivé avec ce truc-là. Guillaume a commencé à en parler autour de lui. Les gens ont trouvé ça juste incroyable et ils voulaient tous parce que forcément, d'un côté, même si cliquer sur un lien et liker, ça prend 10 secondes, 10 secondes fois 50 personnes, bah, ça fait du temps perdu, quoi. Et donc, on a commencé à faire un autre produit sans vraiment le vouloir, quoi, comme ça. Et on a commencé à le vendre. Ça a marché. On est passé de 0 à 50 000 €, je crois, de chiffre d'affaires mensuel en genre 3 mois, un truc de dingue. Sans aucune pub, on n'avait pas de temps dessus, donc on était full focus Lemlist. On avait juste bossé en tout et pour tout 1 mois sur le truc, en tech, et c'est tout. Et le truc, il est monté à 50 000, quoi. Donc, on est arrivé au moment où on avait le choix entre continuer à pousser le truc ou le revendre, et on a choisi de le revendre parce tout le monde nous a dit non mais les gars, déjà un projet c'est compliqué, alors 2 projets à gérer en parallèle, c'est pas la peine. Et on s'est dit ouais, c'est vrai, c'est pas sérieux, faut pas, quoi. Donc on a vendu l'Empod, ce qui était notre première revente, parce qu'on voulait essayer de voir aussi ce que ça fait de revendre un projet, et on s'est refocalisé sur l'Emlist. Et genre il y a 5 mois, un truc comme ça. Donc, on était arrivé justement à 8, 9 millions de chiffre d'affaires. On s'est dit, ouais, mais en fait, ce n'est pas notre ADN, quoi. Nous, ce qu'on aime, c'est créer plein de choses, quoi. On ne va jamais pouvoir rester sur la liste. On peut essayer de se forcer, mais ce n'est pas ça. On n'a pas envie de ça. Nous, on veut faire des trucs, quoi. Et on s'est dit, oui, bah, si on veut, bah, on le fait. Et puis voilà. Et là, on a officiellement acté en interne le truc de notre ADN. En fait, ce qui est important, c'est de faire ce que vous aimez, quoi. Et pouvoir se contraindre, si ce n'est pas une obligation, bah, ce n'est pas la peine, quoi. Faut autant suivre son instinct. Et donc, on a créé l'Empire, qui est l'entreprise, et l'Emlist, c'était le premier projet. Et là, pour le coup, on a 4-5 projets en tête. Alors, on n'est pas fou, on n'a pas tout arrêté pour se lancer à corps perdu d'un nouveau projet. On a toujours l'Emlist qui avance et qui grossit, mais on est en train de setuper des équipes
pour pouvoir bosser sur les autres projets, quoi. Et le truc, c'est qu'on n'est pas complètement stupide non plus, c'est qu'on a des projets qui sont faits ensemble pour travailler ensemble. C'est-à-dire, c'est pas des projets genre on n'a pas fait un clone de Airbnb en B2C et une boulangerie et la mise, quoi. On a des projets qui sont tous B2B. Donc déjà, c'est un milieu qu'on commence à maîtriser. Et les clients de nos produits pourraient être clients de tous nos produits. C'est-à-dire que le prochain produit qu'on va sortir pourrait intéresser nos clients actuels. Donc, c'est-à-dire que pour le vendre, ça sera beaucoup plus simple parce qu'en fait, on a déjà la base client, quoi. Donc, on utilise ces fameux effets network pour pas non plus repartir de zéro parce que c'est hyper compliqué, quoi. Donc, on fait des produits dans B2B. Le but, c'est d'aider les entrepreneurs à entreprendre. Et le prochain projet, par exemple, c'est l'inverse, un projet de monde virtuel, c'est à la mode avec Meta, où l'idée, c'est d'améliorer la relation de travail quand on est en télétravail, quoi. Et pareil, ça aide à créer des équipes remote et donc à créer des business, quoi. Est-ce que vous êtes en full remote aujourd'hui? Alors, oui et non. On est full remote historiquement, parce qu'au début, François, donc mon frère, est à Lille. Moi, je suis à Saclay, près d'HEC, et Guillaume est à Paris. Donc, en fait, dès le début, on se voyait une fois tous les 36 du mois. Donc, on était des founders remote. Donc, on a forcément créé un environnement qui marchait pour le remote. Donc, très rapidement, on a mis des notions, très rapidement, on a mis Slack, tous ces outils-là, on les maîtrisait. Moi, ça faisait déjà 10 ans que je faisais du remote, donc pour moi, c'était acté. C'était un peu dur pour Guillaume parce que lui, il aimait bien voir les gens et un peu le truc classique, l'entreprise classique. Moi, ça me dérangeait très bien. Ça me dérangeait pas du tout d'être chez moi parce que pour le coup, je suis beaucoup plus productif chez moi. Et François aussi. Donc, on a créé cet environnement pour que ce soit le moins frustrant pour lui et le plus efficace pour nous. Et quand on a commencé à recruter, on a suivi ça. C'est-à-dire qu'on a pris des gens en remote parce que finalement, c'est plus facile parce qu'il y a plus de gens. Il y a plus de gens en France qu'à Paris quand même. Donc, il y a un vivier plus important. Et de fil en aiguille, à force de recruter des gens en dehors de Paris, on va dire, ça attire des gens en dehors de Paris. Donc, finalement, on a gardé cette structure-là. Après, au bout d'un moment, Guillaume avait envie de louer des bureaux. Donc, on a loué des bureaux à Paris. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes parisiens qui vont à Paris quand ils veulent, mais c'est plus une sorte de HQ pour dire que voilà, on a quand même un pied à terre, mais ce n'est pas du tout une obligation. On a quand même une grosse philosophie en remote parce que toute l'équipe produit est en remote. Il n'y a pas un développeur qui est dans la même ville que l'autre. Et pareil pour les autres équipes, quoi. On a des personnes en Serbie, à Chypre, voilà, partout. Donc, on garde cette culture-là. C'est pas compliqué, c'est pas simple du tout. C'est un vrai c'est très compliqué d'avoir des gens un peu partout, mais c'est cool. Dans les faits, c'est cohérent avec notre vision des boîtes d'aujourd'hui. On voit avec le Covid que de toute façon, il y a une tendance en plus forte qui confirme ça, quoi. Il me reste 2 questions à te poser. La première, c'est j'aimerais que tu nous parles un petit peu de votre futur. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Alors là, maintenant, vous êtes en train de changer d'étage pour créer d'autres produits dans la même galaxie. Pour toi, c'est quoi le futur de l'Empire et comment toi, tu envisages aussi ton futur dans ce groupe d'entreprises ou dans ce groupe de produits? Jusqu'où vous voulez aller? Est-ce que vous savez? Alors, le nouvel objectif, qui est nouveau depuis quelques mois, c'est la licorne. On veut être une des premières, ou la première, je sais pas, licorne bootstrappée française. Ce serait cool. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a envie. C'est pas du tout une envie. Moi, je sais pas, c'est pas. Il y en a qui ont des visions, qui veulent faire des choses. Nous, c'est juste que voilà, on a atteint 10 millions. C'est un truc qui était. Je vous rappelle qu'au début, nous, si on se payait 3 000 € net chacun, on était content. Donc, notre objectif a été atteint depuis 3 ans et demi. Donc, pour nous, c'est que du bonus. Et donc, on s'amuse. Comme on a des ambitions, en fait, elles sont folles, mais en vrai, qui s'atteignent, on n'a plus de pression, en fait. On n'a pas de VC pour nous mettre la pression. Et si on se met de la pression, c'est uniquement nous pour nous, en fait. Et on sait pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour des objectifs d'argent. Et typiquement, si on veut faire une licorne, la première raison, c'est qu'on a envie d'avoir de la visibilité parce qu'on a envie de communiquer des messages. On a envie typiquement, on veut montrer à tout le monde qu'on peut créer des entreprises qui ne sont pas des licornes. On veut montrer que créer des petites boîtes, c'est très cool. On veut montrer qu'on peut bootstrapper. On veut montrer que les choses peuvent être différentes que ce que nous montrent les médias tous les jours. Et malheureusement, ça, on ne peut pas y arriver avec les médias. Donc, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et pour qu'on ait de la visibilité, il faut qu'on soit gros parce que malheureusement, les gens écoutent que les gros, quoi. Écoutent beaucoup les gros, quoi. Donc, on sait que si demain, on a une licorne,
on sera beaucoup plus écouté et on sera beaucoup plus capable de faire passer des messages sur l'entrepreneuriat et au passage aider des gens, quoi. Typiquement, déjà aujourd'hui, voilà, on a pu faire un peu de cash out et cet argent, on l'utilise déjà pour essayer d'investir dans les startups. Donc, on a cette envie on a des visions, on pense savoir des choses et on a envie de les partager avec des gens et on essaie ces choses-là, on les applique à nous-mêmes, on essaie de voir si ça marche ou pas et si ça marche, on a envie après de les partager en disant regardez, on a fait comme ça peut fonctionner, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que c'est pour vous, mais en tout cas c'est faisable comme ça aussi et d'essayer de montrer un autre son de cloche, quoi. Donc en fait c'est un peu comme la levée des 30 millions qu'on n'a pas levée, c'est de créer une structure qui puisse faire résonner nos messages. Parce que Guillaume, il a des milliards d'idées à la seconde. Moi, j'ai aussi des visions très particulières de développement, par exemple, sur comment on développe des produits. À chaque fois que je parle à un développeur, le mec, il ressort avec des yeux comme ça, en mode, mais c'est quoi cette boîte? C'est n'importe quoi. Mais n'empêche que ça marche. C'est-à-dire que si je l'avais dit avec une boîte où on est deux et personne ne m'aurait écouté, autant là, quand on a une boîte qui fait 10 millions, c'est-à-dire qu'a priori, le produit doit avoir quelque chose quand même. Et pour le coup, je peux être écouté et les gens peuvent se dire ah ouais, en fait, ok, en fait, les branches, c'est pas forcément nécessaire, les tests, c'est pas si important que ça. On peut apporter des domaines différents et finalement dédramatiser beaucoup de choses. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on est tech, par exemple, on se fait des idées de à quoi peut ressembler une infrastructure d'une boîte qui fait 10 millions. Mais si vous saviez, vous rigolerez, quoi. C'est-à-dire que c'est pas aussi compliqué ou aussi difficile que ça peut en avoir l'air, quoi. Et donc, pareil, on fait beaucoup de transparence, on essaye de communiquer. C'est pour ça que j'ai voulu monter un blog pour aussi sortir de ma zone de confort et partager, encore une fois, ma vision du développement, de la gestion de produits, etc. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, c'est mon nom, sur YouTube. J'ai envie de montrer que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Entreprendre en 2021, ce n'est pas si compliqué que ça. Qu'il y a des gros challenges, comme par exemple le market fit, trouver la bonne idée, réussir à la vendre, etc. Ça, c'est très compliqué. Mais que par contre, créer un produit et après essayer de le vendre, ça, c'est pas très compliqué, quoi. C'est pour peu qu'on n'essaye pas d'aller trop vite, trop loin, trop gros, etc. Et d'être beaucoup plus dans le scarcity, quoi. Et c'est le genre de message qu'on veut passer, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que si tu n'as pas levé 1 million en seed et après 10 millions, machin, tu ne pourras rien faire de ta vie. Tu ne pourras jamais faire une boîte à impact, quoi. Alors que nous, on n'y croit pas une seule seconde. Et on est la preuve, quoi. C'est 3 Gugus qui se sont rencontrés il y a 4 ans et dont 2 Gugus, leur boîte d'avant, c'était un échec. Donc, des fois, ce qui manque, ce n'est pas grand-chose, mais il ne faut pas désespérer. Et au contraire, on veut arrêter de faire croire aux gens que monter une entreprise, c'est une rocket science ou c'est une complexité incroyable, quoi. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément tous brillantissimes. Il y a quelque chose, évidemment, il y a des skills, il faut travailler dur, il faut des choses, évidemment, mais il n'y a pas besoin de sortir de X pour réussir, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Il faut juste de la niaque, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs, rebondir, sentir le... Mais ça, c'est accessible à potentiellement beaucoup de gens, quoi, qui aujourd'hui ne se lancent pas, quoi, malheureusement. Donc un peu, voilà. Notre objectif, c'est de grossir pour arriver à communiquer ce genre de message. Ma dernière question. Justement, tu parles beaucoup d'inspiration et de pensées différentes. Est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo, un article à conseiller justement sur cette pensée différente et qui, toi, t'inspire personnellement? Moi, il y a un truc qui m'a... Alors, c'est un bouquin qui est... je vais le passer dans le... Hop, je l'envoie dans le chat. C'est un lien Amazon, mais je ne suis pas affilié, hein. Vous pouvez l'acheter. Je ne toucherai pas dessous. C'est Show Your Work. C'est un truc pour les artistes qui ont le même problème que les développeurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs passionnés qui développent plein de trucs, mais ils ne sortent jamais rien. Et c'est vraiment très con. C'est-à-dire qu'ils codent un truc et ils disent « Ouais, c'est pas assez bien pour que je le montre, ça sert à rien, ou je l'ai juste fait pour moi et pour m'amuser. » Et résultat, en fait, ils passent à côté de tout, en fait. C'est-à-dire que c'est quand tu montres et que tu partages ce que tu fais, même si c'est de la merde, même si tu as l'impression que c'est de la merde et que c'est inutile, tu n'es pas à l'abri de tomber sur quelque chose, quoi. Et on voit typiquement, que ce soit les youtubeurs successful aujourd'hui ou n'importe quel domaine, c'est des mecs qui très tôt ont partagé des tonnes de trucs complètement dégueulasses, pourris, etc. et qui se sont améliorés à force de pratique. Et Show Your Work, c'est ça, c'est de dire, les gars, si vous avez fait un truc, vous avez codé un projet à la con un week-end ou même votre projet perso, votre projet votre projet d'école, de fin d'études,
partagez-le, communiquez, essayez de faire une page web, peu importe. On ne sait pas sur quoi vous allez tomber. Et ça se trouve, vous allez trouver l'associé de vos rêves, ou vous allez trouver des VC, ou vous allez trouver des développeurs cool, ou vous allez trouver votre femme, j'en sais rien en fait, mais partagez ce que vous faites, même si ça vous paraît complètement idiot, quoi. Et plus vite on partage, plus vite on a des feedbacks, plus vite on peut s'améliorer et grandir par rapport à c'est des marches, quoi. Donc, si tu passeras jamais de la marche 0 à 100 d'un coup, quoi. Il faut faire des marches intermédiaires. Et ces marches intermédiaires, c'est justement vos petits trucs. Et comme les développeurs créent des choses, comme les artistes, c'est un unfair advantage. C'est par rapport à d'autres domaines comme je sais pas, même les marketeurs, ils peuvent montrer leur blog ou tout ça, mais vous avez la capacité de créer des choses. C'est juste génial, quoi. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un ordi et puis vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc, utilisez-le, faites des trucs, mais partagez avec des gens, quoi. Ça peut être votre école, vos profs, le monde entier, un groupe Facebook, n'importe quoi. Et c'est ça qui fera la différence entre la réussite et l'échec, quoi. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait tout le temps, quoi. Et tout va dans ce sens-là. Pour une startup, l'application, c'est sortez votre produit. Il y a la fameuse moto qui dit si vous êtes fier de votre produit quand il sort, c'est que vous l'avez sorti trop tard. N'attendez pas pour sortir. Faites un VP en un week-end, faites un VP en une semaine, peu importe. De toute façon, il y a 3 personnes qui vont le voir, c'est pas grave, mais ce sera du feedback qui vous donnera. Donc, sortez rapidement. Itérez, améliorez-vous, mais partagez. Si vous ne partagez pas, c'est perdu, quoi. Ça reste sur un coin de disque dur et c'est très con, quoi. Donc, ce livre est vraiment génial parce qu'il dit ça pour les artistes qui ont la même peur de partager leur tableau en disant ouais, c'est trop pourri, j'ai pas envie de le montrer. Et en fait, c'est une énorme erreur. Et donc, je vous invite à lire ce livre. C'est vraiment pour moi un super bouquin qui nous motive en plus à dépasser ces peurs de partager ce qu'on fait, quoi. Je pense que c'est la bonne lecture à ce niveau-là, quoi. C'était le mot de la fin. Partagez ce que vous faites. Merci Vianney de tes réponses à mes questions. Je vais maintenant couper l'enregistrement et laisser la place aux questions des étudiants.